Alors, on continue sur les autres modes de rupture du contrat de travail. Et donc, depuis peu, un peu 2008, je ne sais pas si on peut dire que c'est depuis peu, mais bon, ça passe tellement vite. Depuis ben, la loi du 25 juin 2008, il est possible maintenant de mettre en place une rupture conventionnelle individuelle. Alors, une rupture conventionnelle, c'est une procédure tout simplement qui va permettre à l'employeur et au salarié de convenir d'un commun accord des conditions de rupture du contrat de travail. Alors, bien sûr que cette rupture hein, n'est, on va dire, logique, n'est envisageable que dans le cadre d'un CDI, parce que sinon il n'y a pas de raison d'obtenir une rupture conventionnelle pour les autres contrats. Et c'est finalement les entretiens, il va y avoir plusieurs entretiens où là, les parties vont élaborer les modalités ben, de la rupture, sur quelle base, quelle indemnité, etc. Et à ce moment-là, une convention, un contrat va être signé entre ces parties-là, où ils vont se mettre d'accord hein, sur les avantages de la rupture de chacun. Là aussi, le salarié pourra se faire assister par un membre, par exemple, de l'entreprise ou d'un conseiller extérieur. Euh, mais voilà ce que je peux vous en dire. Bon, généralement, l'intérêt de la rupture conventionnelle, c'est finalement pour l'employeur d'éviter de payer trop d'indemnités, hein, finalement. Et pour le salarié, ben, d'être, comment dire, de pas licencié justement, d'avoir une rupture du contrat sans démissionner, parce que qui dit démission dit derrière pas le droit au chômage. Donc si vous avez une rupture conventionnelle, forcément derrière, vous allez pouvoir directement hein, bénéficier d'une allocation chômage. Et puis peut-être aussi négocier à ce moment-là une indemnité. Pas à la hauteur de celle que vous auriez pu obtenir en cas de licenciement, mais une indemnité qui restera correcte, quoi. Après, ça dépendra de ce qu'aura, de ce que, enfin, de ce que les parties auront négocié. Euh, alors, l'employeur, bien sûr, lui aussi peut se faire assister par un salarié et dans les entreprises de moins de 50 salariés par une entreprise qui appartient à une organisation syndicale hein, ou un employeur de la même branche. Il n'y a pas que les salariés qui peuvent être représentés. La convention donc devra fixer bien sûr la date de la rupture. Et puis, bien sûr, comme je vous l'ai dit, l'indemnité, qui ne peut pas être inférieure à celle du licenciement. Alors, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un délai de 15 jours de rétractation euh, s'ouvre, puis la convention est transmise à ce moment-là par homologation à la directe. Donc, en gros, on a eu les divers entretiens, on a négocié, on a convenu d'une convention et finalement des avantages tirés par chacun de la rupture. On signe la convention. À ce moment-là, s'ouvre finalement un délai de 15 jours de rétractation où les deux parties vont pouvoir réfléchir. Et à ce moment-là, la directe la reçoit. Alors la directe, peut-être à faire un point sur la directe, hein, c'est une administration publique qui est régionalisée. Ça veut dire que vous allez en trouver finalement dans toutes les régions. Elle a un rôle finalement, alors la directe, peut-être vous dire ce qu'est la directe, déjà le sigle, hein, direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi. Donc en gros finalement, hein, c'est vraiment une administration qui va être là pour veiller au respect du droit du travail, qui va être là aussi par exemple pour promouvoir et renforcer la sécurité et la santé au travail, qui va être là aussi pour conseiller, hein, conseiller tout, finalement, elle est vraiment au cœur hein, de tout le droit du travail. Elle est là pour finalement être une courroie qui va permettre de conseiller, d'informer les droits, les devoirs des employeurs, des salariés. Et elle a un rôle, hein, justement, par exemple, au niveau de la rupture conventionnelle, puisque elle peut instruire, par exemple, des conventions, des ruptures conventionnelles, par exemple. Donc elle va étudier hein, certaines ruptures conventionnelles et elle peut donner ou pas son homologation, hein. Donc elle peut comment dire, s'opposer à une rupture conventionnelle. Et si, bah, si son homologation est acquise, donc si la directe accepte la rupture conventionnelle, à ce moment-là, la fin du contrat a lieu le lendemain hein, de l'homologation. Et bien sûr, ce que je vous disais, l'intérêt de la rupture conventionnelle, hein, c'est vraiment le droit aux allocations chômage hein, et puis
le fait de recevoir une indemnité de licenciement. Alors, donc, vous avez à côté de ça donc la rupture conventionnelle, donc l'accord des deux parties, mais vous avez aussi la démission, la possibilité justement pour le salarié. C'est pour ça que je vous ai mis que c'est un acte unilatéral, hein, ça ne vient que du salarié qui décide tout simplement de mettre fin à son CDI, tout simplement. Donc là, ce que dit la loi, c'est que le salarié n'a pas donné les motifs de son départ. Il peut tout simplement donner sa démission verbalement, mais bon, généralement, la convention collective exige quand même une lettre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la démission ne se présume pas. Imaginons un salarié qui se met en colère, qui se fâche avec, je sais pas moi, qui se fâche avec son employeur et qui dit j'en ai marre, je démissionne. Non, ça c'est pas valable, hein. La démission ne se présume pas. Il faut vraiment que le salarié émette une volonté sérieuse et non équivoque. Encore une fois, faut pas qu'il y ait de flou, hein, autour de sa décision, hein, pour l'acter. Bon, une absence aussi prolongée du salarié ne peut pas suffire pour conclure à une démission, hein. Il faut vraiment, vraiment que, oui, que ce soit verbalisé ou écrit dans une lettre, hein. Le mieux, c'est vraiment de l'écrire dans une lettre, d'attendre un écrit du salarié. Bon, la volonté de démissionner aussi, elle doit être libre, ça tombe sous le sens, mais bon, on sait pertinemment que euh, certaines fois, certains employeurs peuvent pousser, hein, les salariés, bon là, on parle de harcèlement moral, hein, les salariés à démissionner. Donc concrètement, il y a eu déjà des cas, hein, où les salariés ont démissionné parce qu'ils étaient poussés, hein, et finalement, quelques temps plus tard, en réalisant ce qui leur est arrivé, ils portent plainte au prud'homme et la démission est requalifiée en licenciement avec indemnité derrière, hein. Mais quoi qu'il en soit, voilà, la volonté de démissionner doit être libre, aucune contrainte et pas de vice de consentement. Vous vous souvenez, je vous avais parlé du vice de consentement. Et concrètement, c'est quoi? C'est le dol, hein. Le dol, vous savez, c'était les trois critères pour qu'un contrat, peu importe le contrat, soit valable, hein. L'erreur, le dol et la violence. Et en l'occurrence là, on est possiblement face à du dol, c'est-à-dire à la manipulation, et à ce moment-là, comme je vous le disais, la jurisprudence peut analyser la rupture et la requalifier en licenciement. Alors, le droit de démission a ses limites, hein, parce qu'il est vrai que si vous avez un salarié particulièrement performant et compétent qui vous quitte comme ça du jour au lendemain, ça peut quand même perturber pas mal l'entreprise. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même, comme je vous le disais, des limites. Lorsque le salarié abuse justement de son droit de démission, il peut être condamné à des dommages et intérêts à verser à l'employeur, hein. Donc le salarié ne peut pas démissionner comme ça non plus à tort et à travers, hein. Il faut pas que ce soit, disons qu'il ne faut pas que ce soit une démission pour perturber l'employeur, pour perturber son entreprise, hein. Il faut que ce soit quand même fait dans les règles de l'art. Et la loi punit aussi ce qu'on appelle le délit de débauchage, c'est-à-dire finalement un concurrent qui débauche un salarié de façon frauduleuse, hein, tout simplement, hein, et qui sait pertinemment que le débauchage va créer un préjudice pour l'entreprise. Donc si jamais elle arrive à le prouver, la justice peut requalifier cette démission comme abusive, effectivement, hein, et requalifier cette décision comme un délit de débauchage, hein. Voilà, donc ça, c'est- comment dire, c'est déjà arrivé et voilà, c'est aussi un garde-fou, hein, contre tout ce qui peut être mis en place et qui peut perturber aussi, perturber et porter préjudice aux employeurs. Et puis les effets de la démission, donc le salarié démissionnaire ne peut pas partir comme ça du jour au lendemain. Il va devoir respecter une période de préavis. La période de préavis, elle est généralement fixée par les conventions collectives. Euh, et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant la période de préavis, généralement, il est accordé aux salariés des heures pour pouvoir, non rémunérées bien sûr, par jour, pour pouvoir rechercher un emploi. Donc voilà, donc il y a quand même un cadre à cela. Le salarié ne peut pas partir comme ça du jour au lendemain et partir n'importe comment. Alors, les conséquences de la rupture du contrat de travail, donc ils vont être de différents ordres, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que le salarié a toujours des droits, bien sûr, et parmi les droits, c'est le préavis. Donc le préavis, donc je commence par une définition, c'est un délai finalement que les deux parties, l'employeur et le salarié, vont devoir respecter
Et ce préavis va finalement commencer à partir du moment où les parties vont se notifier, vont se dire leur volonté de mettre fin au contrat de travail. Donc à partir du moment où le salarié ou l'employeur notifie la fin finalement de la relation salariale, à ce moment-là va courir une période de préavis. Et c'est son point de départ, hein, qui est le jour de la notification de la rupture. À partir du moment où commence la période de préavis, on va dire, à partir du moment où on s'est dit que le contrat serait rompu. Donc ce n'est qu'à son expiration, hein, réellement, que le contrat prend fin de plein droit. Donc en gros, les deux parties se notifient la fin de leur relation, mais quoi qu'il en soit, il faut qu'il y ait une période de préavis pour que, alors d'une, l'employeur puisse se retourner et pourquoi pas remplacer le salarié, et de deux, le salarié lui aussi puisse se retourner pour pourquoi pas lui aussi trouver, si c'est possible, entre-temps, un autre travail. Donc il n'est pas question de rompre la relation de travail comme ça du jour au lendemain. Alors la durée du préavis, ce que j'ai étudié, il n'y a pas vraiment de cadre hein, bien précis. Donc bon, en cas de démission, sa durée va dépendre soit de la loi, soit de la convention collective ou du contrat de travail. Donc ça vraiment dépendra de la volonté des parties au départ, de la loi, donc de beaucoup de paramètres finalement. Ce que je peux vous dire, c'est que très souvent, les conventions collectives ont repris des usages qui sont établis dans certaines professions. Par exemple, pour un technicien, généralement, c'est un mois. Et plus le poste est élevé et à responsabilité, et plus la période de préavis va être importante. Et concrètement, dans certains métiers, comme par exemple comme le poste de cadre, c'est 3 mois. En cas de licenciement, là, il va y avoir donc la loi qui fixe une durée de préavis légale minimum qui va être établie concrètement en fonction de l'ancienneté du salarié. Mais encore une fois, les conventions collectives peuvent être plus favorables. Euh, Ce que je peux ajouter, c'est que durant la période de préavis, le salarié a les mêmes droits, hein, le contrat de travail continue hein, concrètement. Les obligations de chaque partie, là aussi, sont maintenues. Et ce que je vous avais dit, hein, c'est juste ce qui peut évoluer, c'est la possibilité d'avoir des absences pour recherche d'emploi. Bon, toujours est-il que cette période de préavis peut ne pas être exécutée. Bon, là, c'est l'employeur et l'employé qui vont en discuter, hein, euh, et qui vont, par exemple, convenir si l'employeur ne veut pas que le salarié reste durant la période de préavis. Tout simplement, il va lui payer, hein, tout simplement, une indemnité de préavis. Donc, qui va être l'équivalent tout simplement du salaire que l'employé aurait perçu. Ou alors, si le salarié décide de partir et l'employeur l'accepte sans faire le préavis, à ce moment-là, ben, il partira sans avoir d'indemnité. Donc là, encore une fois, c'est spécifique, ça dépendra de beaucoup de paramètres. Euh, donc la période de préavis, oui, elle est là, mais toujours est-il qu'elle n'est pas obligatoirement respectée, mais bon, il y a quand même un cadre. Alors justement, ces indemnités, quelles sont-elles? Donc il y a plusieurs autres indemnités, hein, départ à la retraite, mise à la retraite. Moi j'ai retenu les trois principales, donc l'indemnité de préavis. Donc son montant correspond à la rémunération, comme je vous l'ai dit, que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler normalement. L'indemnité de congé payé, donc là c'est dans le cas où le salarié n'a pas pris ses congés payés acquis avant la rupture du contrat. Et à ce moment-là, il a tout simplement droit à une indemnité compensatrice, hein, même en cas de faute lourde, ça il faut le savoir. Et puis l'indemnité de licenciement. Donc là, l'indemnité, elle est due, sauf en cas de faute lourde et faute grave, hein, où le salarié part sans rien. Hein. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que l'indemnité de licenciement, elle est due aux salariés ayant au moins 8 mois consécutifs d'ancienneté. Alors, comment elle est calculée? Donc, son montant est d'au moins un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté. Donc, jusqu'à 10 ans d'ancienneté, vous avez un quart de mois de salaire par année d'ancienneté. Et puis, un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 10 ans d'ancienneté. Donc, le salaire à prendre en considération est selon la formule la plus avantageuse, hein, bien sûr. Hein. Donc, ça peut être un tiers des 3 derniers mois ou le 12e de la rémunération des 12 derniers mois. Voilà, on va prendre les meilleurs salaires, bien sûr, hein,
pour faire ce calcul. Voilà, donc j'espère que c'est clair, hein, mais après, posez-moi des questions si vous interrogez sur l'indemnité. Mais bon, je crois que c'est clair, hein, un quart de mois de salaire par année d'ancienneté. Donc on prend le quart, on multiplie par le nombre d'années d'ancienneté jusqu'à 10 ans et un tiers au-delà de 10 ans. Alors, il y a certaines formalités à accomplir. Donc là, je vous laisserai regarder. Donc, au moment où le salarié va partir, il faudra que lui soit remis un certificat de travail qui va porter des mentions obligatoires, hein, comme l'identité des parties, la date d'entrée et de sortie, la nature de l'emploi, etc. Donc ça, c'est important. Il faut que ce soit très vite finalement délivré et de façon obligatoire. D'ailleurs, si ce certificat n'est pas remis, l'employeur peut être sanctionné par une amende, hein, et même verser des dommages et intérêts aux salariés. En plus du certificat de travail, qu'est-ce qu'il devra recevoir? Ben, un solde de tout compte. Concrètement, là, c'est le versement de toutes les sommes que vous doit l'employeur. Et d'ailleurs, le salarié devra signer, hein, pour prendre acte du fait que voilà, il a reçu son solde de tout compte et qu'il est d'accord avec ce qu'il a reçu. Par contre, on est bien d'accord que pour être valable, il faut que ce soit signé à la fin du contrat. Et deux exemplaires, ça c'est pour que ça constitue une preuve, hein, que chacun a une preuve de ce solde de tout compte. Donc la signature du salarié doit précéder, bon là c'est des détails, hein, pour solde de tout compte. Euh, une fois qu'il est signé, ce reçu de solde, il est libératoire pour l'employeur. Ça veut dire qu'il ne doit plus rien finalement, hein. L'employeur ne doit plus rien au salarié. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le salarié, ça c'est important, il faut le savoir, c'est qu'il a 6 mois finalement pour dénoncer finalement les sommes qui lui ont été remises s'il n'est pas d'accord avec le solde de tout compte qui lui a été payé. Donc il a 6 mois pour se retourner. Et le reçu, bien sûr que c'est un moyen de preuve, hein, c'est pour ça que c'est fait en 2 exemplaires, que c'est signé, etc. Et auquel cas, hein, le salarié peut l'utiliser s'il veut dénoncer tout ça auprès des prud'hommes. En plus de cela, bah, il faudra forcément avoir reçu le formulaire destiné à Pôle emploi, hein, pour pouvoir une attestation que vous allez fournir pour pouvoir mettre en place, hein, finalement le mécanisme des allocations chômage, hein. Donc voilà, bon ça c'est après c'est des détails, mais bon, c'est des choses à connaître le moment venu, hein. C'est que les entreprises d'au moins 10 salariés doivent, elles, adresser au Pôle emploi l'attestation chômage sous forme électronique. Sinon, bah, c'est à vous si c'est moins de 10 salariés, ben d'avoir l'attestation et de mettre en place mais finalement toutes les démarches pour obtenir votre allocation chômage. Voilà, c'est pas la partie la plus marrante, mais en même temps, on est content que ça existe. Donc voilà, vous partez, finalement, le salarié part à la fin de son CDI, s'il y a rupture, avec un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un formulaire, une attestation Pôle emploi. Voilà la fin on va dire, le protocole de licenciement ou de rupture conventionnelle ou non, pas de démission. Démission, bien que ça va changer, hein. Il y a une loi qui prévoit que même en cas de démission, on ait le droit au chômage, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc là, par contre, non, vous n'aurez pas le droit à une attestation Pôle emploi. Et bon, là aussi, détail, l'inscription au registre du personnel, ben forcément. Au registre du personnel, je vous en avais déjà parlé. Quand un employeur recrute, il inscrit le salarié et quand ben, le contrat vient finalement être rompu, il faut que dans ce registre, l'employeur notifie la date de sortie du salarié et le motif de la rupture du contrat de travail. Voilà, donc ça fait quand même pas mal d'informations. Je crois que vous aurez quand même euh, vous voyez assez de façon intuitive, hein, les choses les plus importantes à retenir, hein, les étapes du licenciement, les différents types de fautes, sérieuses, lourdes, graves, qu'est-ce qui fait une cause réelle et sérieuse. Finalement, voilà, c'est vraiment les différents éléments qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Après, le reste, c'est surtout pour que ça vous soit utile, hein, mais quoi qu'il en soit, voilà, moi si je vous interroge, ce sera vraiment sur ces grandes parties-là. Il ne sera pas question pour moi d'aller dans le détail des définitions, etc. En tous les cas, encore une fois,
J'ai pas eu beaucoup de remontées de votre part sur, sur ce que vous pensiez de ces vidéos, hein. Je crois que j'ai eu une ou deux personnes qui m'ont répondu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me poser des questions parce qu'il est vrai que pas beaucoup de retours. Voilà, dans tous les cas, je vous souhaite bon courage et je vous dis à la prochaine fois.